pour mieux nous faire sentir l'effroi devant lui. Cher Claude, j'ai tout appris de toi depuis que tu m'as accueilli parmi les tiens, aussi bien dans ta famille que dans ta revue Les Temps modernes. Depuis que tu m'as montré comment on travaille pour la réalisation de films, lorsque tu m'as emmené en Biélorussie pour participer au tournage de Sobibor. Cher Claude, pour toi qui étais un admirateur des oraisons funèbres de Bossuet et qui en connaissait certains extraits par cœur, je serai un piètre parleur aujourd'hui et je te prie de m'en excuser. Je voudrais quand même évoquer ici notre première rencontre à Kiev il y a un peu plus de 20 ans. J'avais déjà vu Shoah 10 ans auparavant et j'avais été fasciné par ton entreprise titanesque, homérique, pour faire revivre et réapparaître un passé refoulé à l'aide de la mémoire et de personnages qui d'habitude ne parlent pas, en les amenant à la parole publique pour raconter des choses et exprimer des sentiments qui leur étaient devenus intimes et tabous. J'avais eu la stupéfaction de découvrir en toi un philosophe, non seulement sartrien, c'est bien connu, mais aussi benjaminien, un adepte, à ton propre insu peut-être, du philosophe Walter Benjamin sur lequel j'avais travaillé. Je voyais en toi cet historien matérialiste dont parle Benjamin, qui part à la recherche de la tradition des opprimés et veut brosser l'histoire à rebrousse-poil, non pas celle des vainqueurs, mais celle des opprimés. Pourtant, il m'a fallu encore 10 ans avant que je te rencontre en chair et en os, à Kiev. Je me rappelle qui a fait l'intermédiaire. C'était Anne Gorouben, peintre que je connaissais à Paris, qui est présente ici aujourd'hui, et que j'avais invitée à Odessa. C'est elle qui m'avait dit « Tu dois inviter Claude Lanzmann, tu dois passer Shoah à Kiev ». Elle t'a appelé, m'a passé le combiné. Je t'ai demandé si tu voulais venir à Kiev et tu as accepté avec enthousiasme. À part pour une séance quasi privée avec Gorbatchev, ton film n'avait pas été présenté en ex-URSS. Je t'ai accueilli à Kiev, nous sommes allés visiter le site de Babi Yar. Sur le site, en entrant dans le fourré d'arbustes, on peut imaginer le chemin escarpé d'où les corps tombaient lorsqu'ils avaient été touchés. Je t'ai photographié devant le ravin, je t'ai offert un tirage, tu as gardé cette photo longtemps chez toi, sur tes étagères. C'est là que commençait notre entente, notre compréhension mutuelle. Et c'est surtout sur la route entre Kiev et Odessa que notre compréhension s'est muée en amitié. Je t'ai emmené en voiture et nous avons fait les 500 km qui nous séparaient d'Odessa. Au bout d'une centaine de kilomètres, tu as tenu à prendre le volant. Et c'était d'ailleurs une très bonne idée car tu commençais à devenir sourd de l'oreille gauche, de sorte que nous avons pu discuter plus tranquillement. Pendant que nous traversions la Podolie et la plaine du Bourg, je t'ai parlé de la Transnistrie où furent déportés les Juifs de Tchernovitz, en particulier les parents de Paul Celan. C'est là que, sur ta demande insistante d'expliquer les raisons de mon intérêt pour les traces juives d'Europe orientale, je t'ai raconté mon histoire personnelle et familiale, la naissance taboue de mon père, d'origine juive d'Europe centrale, adopté dans une famille protestante. Je t'ai raconté les étapes de ma recherche du père de mon père à Vienne, puis en Pologne à travers les traces juives de Galicie, les camps, les cimetières perdus. Cette histoire semble t'avoir touché et l'histoire de notre amitié a commencé. L'étape d'Odessa était importante pour toi, car c'était la ville de naissance de ta grand-mère, Paulette, d'où, alors qu'elle n'avait que 3 mois, ses parents se sont embarqués clandestinement sur un bateau pour Marseille. À Odessa, j'ai rencontré ta femme, Dominique, que je salue, la mère de votre fils Félix, adoré et aujourd'hui regretté, qui était venu nous rejoindre. Vous logiez au grand hôtel Londonskaya sur le boulevard de Front de Mer. Nous avons visité la ville, les escaliers Potemkin, mythiques pour tout amateur d'Eisenstein et de cinéma en général. Dans le même hôtel que vous logeait Patricia Cass, qui était plus connue que toi du grand public, mais tu n'en as pas pris ombrage. Ces 2 jours passés à Odessa ont beaucoup contribué à nous rapprocher. Et c'est ce jour-là que tu m'as dit que tu souhaitais me faire entrer au temps moderne. L'année dernière, peu après ton décès, je suis retourné en pèlerinage à l'hôtel Londonskaya à Odessa. Et j'ai rédigé un poème en ton honneur, que je vais peut-être lire encore. Longue route au milieu des steppes de l'Ukraine, traversant des déserts, des garrigues, des plaines, pour arriver enfin le soir à Odessa, dans ce havre étonnant, l'hôtel Londonskaya. Hall immense, miroir et linteaux couleur d'ambre, grands escaliers de marbre montant vers les chambres, bains russes, hammams, piscines au décor d'art nouveau,
vaste vue sur le port où flottent les bateaux. Souvenir de rencontres avec Patricia Cass, approchée dans le hall, puis vue rue de Ribas, qui tentait d'éloigner ses amateurs, ses femmes. Souvenir d'escapade avec Claude et Lanzmann, nous dégustions ici le caviar à la louche et le gefilte fish mettait l'eau à la bouche. Cher Claude, presque mon père, qui m'a pris par la main, je me sens aujourd'hui orphelin et je ne peux te dire qu'une seule chose, reviens là. Honneur à toi, cher Claude. Permettez-moi, vous les tout proches de Claude, que son visage, sa voix, tout son être vivant, son attachement invincible à l'unique, sa présence absente maintenant ne peuvent quitter un seul jour. Permettez-moi de dire deux choses. La première touchant notre amitié par un de ses liens les plus singuliers, celui de la poésie par cœur. L'entretien avec dans la langue française tient tout. Il exerçait sans relâche sa mémoire de la poésie. Il avait appris à Félix le formant, les strophes, bateau ivre, sa voix, son oralité, sa belle écriture en était imbue. La deuxième concerne l'inquiétude, l'anxiété aggravée par le noircissement de nos dark times. Deux circonstances parmi des centaines me dictent cette alarme, celle de l'interruption d'un colloque de l'EHESS par les patriotes polonais, insultant les chercheurs internationaux rassemblés sur le thème de la nouvelle école polonaise de l'histoire de la Shoah. L'autre, c'est une émission télévisuelle récente de la Grande Librairie, donnant la parole à deux nonagénaires admirables survivants, et au cours de laquelle le présentateur très connu ne prononça pas une seule fois les noms de Shoah ni de Lanzmann. La question est pourtant, qui protégera la Shoah et Shoah maintenant que Claude Lanzmann est mort? Protégé de quoi? De l'inéluctable devenir culturel, touristique, souvenir de voyage, produit dérivé d'Auschwitz. De ce qui fit à Jean-Claude Binaire noter que l'État polonais va bientôt revendiquer Auschwitz comme un patrimoine national. Comme si les nuées du révisionnisme amassées en amnésie mondialisable allaient noyer Auschwitz dans le l'été, son déluge, sous le déluge du fake de la tromperie mondiale. Quelle arche alors transportera le témoignage jusqu'à quelle colombe? Et je ne veux pas taire, en présence d'Antoine Gallimard, qui j'espère prendra ça simplement comme une contribution à sa réflexion. Et je ne veux pas taire une allusion à la fin des temps modernes, enfin, tous les guillemets, et mission centrale de Claude intellectuel héritier de Sartre, liquidation pour l'interprétation, qui risque d'aggraver l'occultation que nous redoutons. Il disait aimer à la folie la vie et ses heures, ce que je viens de nommer l'unique, unum necessarium dans le langage évangélique, qui est l'indivision de la vie et de la justice. Il disait que le temps pour lui n'avait jamais cessé de ne pas passer, rendre impérissable la parole de témoin qui ne l'était pas, fut sa tâche. Rendre la justice, comme on dit, mais non pas en juge d'une magistrature autoproclamée, contrairement à ce qui fut répété. Aucune orthodoxie de l'irreprésentable ne l'empêcha de soutenir les films qu'il admirait. Et dans ces combats très nombreux et inapaisables, prendre fait et cause pour Israël ne l'empêcha pas de lutter pour l'indépendance de l'Algérie, d'aimer et comprendre Frantz Fanon, ni de faire parler ensemble arabes et israéliens, comme en 1967 dans le numéro de TM, sur leur conflit qui nous traverse tous, ni après la mort d'Arafat,
d'associer Ariel Sharon, Mohamed Maghloubas, dans le même courage. Qu'est-ce qu'un juste? Un, qu'est-ce qui est juste? Qui est juste? Personne ne peut le dire de soi pour soi. Peut-être que la clairvoyance ne s'en avise que devant l'injustice, quand l'injustice éclate, parfois lentement. L'affaire, c'est l'affaire éternelle de la justice. D'où cette étrange question. Qu'est-ce qu'être dreyfusien aujourd'hui? Je songe à Charles Péguy, premier Dreyfusard et penseur de l'argent. Je pense à Claude, enfant d'un peuple qui remercia les justes, comme à un de CES justes. Ma judéité, écrivit Günther Anders. Ai-je l'audace, on excuse, de chercher à dire quelque chose de non faux de la judéité de Claude Lanzmann? L'irréductibilité de l'expérience et de l'espérance juive a des composantes psychologiques, convictionnelles, religieuses, économiques et même politiques, empiriques en général, comme on dit, maintient en réserve une exemplarité pour les peuples. L'être un peuple, lui-même de plus en plus obscurci. L'exemplarité d'une autre chose, appelée ici la justice, différente même de la justice sociale en termes d'égalité numéraire. Quelle est cette autre chose? De quoi une judéité marane, mais dans un sens inversé de cette appellation fameuse, c'est-à-dire d'ouverture décelant un secret, tiendrait en réserve, je veux dire ouvertement, ouvertement non adhérente à une foi confessionnelle, à la limite athée, et à un être en diaspora tel la souveraineté de la justice, que les Grecs disaient être celle du bien souverain, n'est pas celle d'une majorité politique élue. Quelle est cette autre élection? Les meilleurs amis. Et pour l'être, la mère de Claude était une mère très chère pour moi. Je vais vous lire